Films polyphoniques, films manifestes, les ouvriers racontent ici leur histoire. En 70 ans, leurs conditions ont profondément changé. Certains prétendent même qu'ils ne sont plus. Les chiffres sont pourtant formels. Ils sont encore 7 millions, un quart de la population active. Étrange phénomène que celui d'effacer un travailleur sur 4 de nos représentations nationales. Effet de mode, volonté politique, stratégie patronale. Qui a donc voulu la mort de l'ouvrier? Les ouvriers n'ont pas cessé d'exister. C'est pas simplement une question de baisse numérique, c'est une question d'éclatement de tout ce qui, culturellement, quotidiennement, politiquement, socialement, pouvait constituer le groupe comme quelque chose d'unifié. Il y a toujours des ouvriers, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le mot, il n'y a plus de classe ouvrière. Il y a eu des stratégies patronales pour supprimer le mot ouvrier. Par exemple, dès les années 70, on a remplacé le mot ouvrier par agent de production. Par là, on voulait briser une identification à la fois sociale et politique. Moi, j'étais pas femme de ménage, j'étais technicienne de surface. Quand même, ça fait mieux. Hein? Ouais. Mais en même temps, ça raconte moins de choses, quoi. Parce que technicien, bon, effectivement, ça raconte quelque chose, mais technicien de surface, ça veut rien dire. Il n'y a pas de réel dedans. Tu dis, je suis femme de ménage, voilà, je suis une femme et je me tape le ménage. Là, il y a du réel, il y a du sens. Tous des termes ronflants. Bien sûr, là, tout de suite, quand on dit un technicien, parce qu'il y en avait que la tête grossit, hein. Non, mais il ne faut pas grand-chose, hein. Un compliment, ils sont repartis pour un tour, hein. Bon, moi, j'étais moniteur d'atelier, donc j'étais agent administratif, ouais, voilà. Bon, sauf que tous les matins, j'étais dans l'atelier à conduire mon élévateur et je faisais un travail d'ouvrier, quoi. C'est important, les mots. On dit plus plan de licenciement, on dit plan de sauvegarde de l'emploi. Mais c'est trop fort, ça. Je vais virer 2000 personnes, je fais un plan de sauvegarde de l'emploi. Excusez-moi, quoi. Faites-moi rire. Chaîne, ça devait être dur, chaîne, je pense. Parce que ça ramène plein d'images. Hein. T'as les chaînes. C'est quelque chose où t'es enchaîné. Donc la ligne, je pense que c'est beaucoup plus fluide. Tout juste, c'est quand tu travailles à la chaîne, t'es pas ingénieur. Sur le papier. Déjà, on efface le langage. Après, il suffit de plus en parler pour qu'il n'existe plus. La politique de relance de François Mitterrand n'aura tenu que 2 ans. Le tournant de la rigueur pour les Français prend corps avec le départ de Pierre Mauroy du poste de Premier ministre. Au revoir. Le passage à l'hôtel Matignon de Pierre Mauroy à Laurent Fabius, c'est un passage de génération, c'est un passage de personnel politique. Et c'est aussi le choix européen réaffirmé. C'est tourner le dos à une partie du peuple de gauche. Dans les années 80, lorsque Delors, un Français, prend la tête de la Commission européenne, là, il accepte non pas le diktat de l'Allemagne, c'est faux, l'Allemagne ne fait pas de diktat, il accepte le diktat des multinationales qui disent effectivement il faut faire le choix d'abandonner les politiques industrielles. Le changement politique est brutal. La sidérurgie française ne s'en remettra pas. Des sites entiers sont fermés. Les entreprises les plus rentables sont privatisées. Pour les régions qui ne vivaient que d'une seule industrie, la casse sociale est dramatique. Je m'en souviendrai toujours. Le dépôt de bilan a été fait. Les gens ne croyaient pas ici. Hein. Dans les ateliers, tout le monde disait c'est pas possible. Nous, c'est impossible que ça nous arrive. Moi, je me suis entendu le dire à Paris, Monsieur Boulou, c'est comme ça, ou ça sera, mais la faillite totale. Quand on vous dit ça, et puis qu'on vous regarde bien dans les yeux, quand on prend le train, et puis qu'il faut aller dire que ça aux collègues, alors vous ne le dites pas comme ça, mais ça voulait dire que ça, quoi, en voulant dire, non, on ne peut plus rien faire pour que je vois, c'est clair. C'était tellement énorme ce dépôt de bilan et que la population
pensait qu'il y aurait un miracle, c'était pas possible. Dans une entreprise comme l'usine du Creusot, pensait que c'était pas possible que l'entreprise mette la clé sous la porte. La personne arrivait à 4 heures du matin dans l'atelier, on lui disait, pour se changer, non, tu te déshabilles pas, tu retournes chez toi. Tu retournes chez toi. Non, tu ne te déshabilles pas. C'est fini. Donc il pensait qu'il y aurait quelque chose, il y a un miracle, enfin, je caricature un petit peu, mais qu'il y aurait quelque chose qui ferait que le dépôt de bilan n'aurait pas lieu. Il a eu lieu, et puis ensuite ça a eu des conséquences sérieuses. Les patrons sidérurgistes, enfin les directeurs d'usines sidérurgistes n'étaient pas fous, ils ne fermaient pas tout en même temps. Ils fermaient usine après usine, donc ils laissaient le feu refroidir pour pouvoir le rallumer ailleurs. L'aventure a duré 32 ans. Parce que c'est pareil, c'est magique. Vous voyez des gros blocs d'acier rougeoyants à plus de 1000 degrés qui rentrent dans les cylindres pour être écrasés, laminés. Il y a le bruit, boum, boum, il y a les vapeurs, il y a l'odeur, il y a cette lumière un peu sombre. On se croirait dans un film d'Hitchcock, vous voyez. Voilà, j'ai eu le coup de foudre. J'ai kiffé, quoi. Par-dessus le marché, vous prenez conscience qu'enfin, vous donnez un sens à votre vie. Vous donnez un sens économique à votre vie. Pas uniquement le fait que vous allez gagner un salaire, mais vous dites, voilà, je sers à quelque chose. Je vais être un de ceux qui va produire de l'acier pour faire des voitures, des machines à laver, des choses comme ça. Vous vous sentez tout d'un coup utile. Quand vous rentrez dans l'usine, vous n'avez pas de formation. Quand vous apprenez à faire un travail manuel, mais un travail que tout le monde peut faire, un travail de manœuvre, vous pouvez vous prévaloir de quoi à sa sortie? Qu'est-ce que vous savez faire? Je sais déplacer des ponts roulants d'usine. S'il n'y a pas d'usine, vous faites quoi? Je ne sais pas. Au-delà de 40 ans, de toute façon, ça a été un fiasco complet. On a retrouvé des lamineurs comme aide infirmier à l'hôpital, etc. Des trucs absolument inimaginables. J'ai travaillé 15 ans à être lamineur. Ouais, je ne serai plus lamineur, je vais faire quoi? Voilà, je fais quoi? Dans ma tête, j'avais cru, et on m'a fait croire que j'irais jusqu'à la retraite. Et d'un seul coup, à 35 ans ou 40 ans, tout s'arrête. À 30 ans, tout s'arrête. Je fais quoi, moi? Moi, j'ai vu des mecs partir en pleurant, qui ne voulaient pas partir. Parce qu'ils disaient, attendez, vous êtes en train de me tuer, là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? C'est pour ça que je disais, il y a eu beaucoup de divorces, il y a beaucoup l'alcoolisme a fait une explosion. Les gens qui squattaient dans les bars, parce qu'ils disaient, mais moi, je ne sers plus à rien. Dans les années 80, c'est pour ça que le secteur de la sidérurgie devient beaucoup plus emblématique pour l'opinion française. Ça ferme et il n'y a rien. Il y a juste des politiques d'accompagnement social. Ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on passe la désindustrialisation des mines est traitée sous l'angle de la politique industrielle, c'est-à-dire que on supprime des emplois, mais on cherche d'abord à créer des emplois à côté. La désindustrialisation des années 80, elle est vécue sous l'angle de la politique sociale. C'est pas tout à fait la même chose. On détruit des emplois, il n'y a plus rien, et on crée des politiques d'accompagnement social, RMI, allocation chômage, etc. à côté. Cette usine-là, Florence, c'est pas uniquement un lieu où on produit de l'acier. Cette usine-là, elle a structuré toute la vallée, toute la région. C'est grâce à cette usine-là qu'on a des crèches, des routes, des bibliothèques, des médiathèques, des hôpitaux, des services publics, etc. Et donc, ça crée de la richesse, pas uniquement pour les actionnaires.
l'économie qui se construit autour d'une grosse usine comme ça, les emplois induits, les emplois indirects, les sous-traitants, les magasins, les boulangers, enfin bref, tout ça, ça vous crée une société. C'est ça le vivre ensemble. Longville, l'usine était dans la ville. Vous savez, vous roulez, vous regardez sur la droite, il y a un bassin comme ça, toute l'usine, il n'y a pas une partie de l'usine, c'est immense. Donc c'était vraiment dans la ville, c'était dans le cœur des gens, au milieu des gens. Moi, quand ils ont annoncé la fermeture de la Manu, j'habite à côté de la Manu. Je crois que c'est la première fois que ma femme m'a vu pleurer. J'étais dans le jardin, je pleurais comme un gosse. Parce que je savais, je peux savoir, on n'a pas besoin d'avoir le cancer pour savoir ce que fait une maladie. Les dégâts d'une maladie, là c'est pareil, c'est catastrophique, quoi. Ils sont en train de casser la manufacture, déjà dans la chair de poule, parce que c'est vraiment le poumon de la ville, quoi, c'est le poumon. Ici, il y avait 100 000 sidérurgistes qui travaillaient dans les années 60, 100 000. Et quand on voyait ces machines immenses, ces industries immenses, ça avait coûté tellement d'argent et de temps que de les casser, c'était horrible. La casse industrielle, vous la voyez, pas uniquement parce qu'on en parle dans les journaux, mais parce que vous voyez les usines qui ne fument plus, vous voyez les usines qui sont rasées, vous voyez les hauts fourneaux qui sont dynamités. C'est pas uniquement un outil qui s'effondre, c'est toute une vie qui s'effondre. Et quand moi je l'ai connue et que je la vois maintenant, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et puis quand tu as toute ta famille qui a travaillé dedans, ton grand-père, tes oncles, ton père, ton frère, toi. Mon oncle est rentré chez Munex, ma mère est rentrée chez Munex, je suis rentré chez Munex, j'ai une de mes sœurs qui a fait un stage là-bas. Enfin bon, vous allez en Basse-Normandie, vous demandez à n'importe qui, mais je dis bien à n'importe qui, tout le monde va connaître au moins une personne qui a travaillé chez Munex. Tout le monde. On ne peut pas expliquer ça. Parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus... on a l'impression on n'est pas aidé quand on est au chômage. On n'est absolument pas aidé. On n'est pas aidé. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Psychologiquement, vous êtes lâché, on vous lâche dans la nature. Et vous vous débrouillez. Là, c'est pas... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est des très, très, très mauvais souvenirs. Très mauvais souvenirs. Un chômage, quand il dure, mettons, 3-4 mois, ça va. Mais quand il dure, il dure. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous êtes là à attendre quoi? On se le demande, et à un moment donné, ben, vous n'attendez plus rien. C'est facile de tomber dans l'alcool, dans les antidépresseurs, tout ce qu'on veut. Hein. C'est très, très, très facile. Très facile. Mais c'est pas... Le chômage, il n'y a rien de plus terrible. Il y a eu la période où mon père ne travaillait plus. Donc ça n'a pas du tout été la même chose. Si vous voulez, quand mon père travaillait, donc on était habitué à voir mon père aller faire les tournées matin, midi et soir. Donc on connaissait, on savait le travail, ce que c'était, on savait qu'il allait à l'usine, on ne savait pas ce qu'il faisait à l'usine. Et les enfants, ils avaient le respect.
Ils connaissaient, ils savaient bien que c'était les parents qui ramenaient l'argent, qui travaillaient, qui se levaient le matin pour commencer à 6h30. Qu'est-ce qui s'est passé après la fermeture? Ben, tous ces travailleurs-là, au début, ils ont été à la NPE. Hein, ils ont été voir au bureau, comme conseil, puis ils se sont fait envoyer dans le mur. Il n'y avait pas de boulot pour eux. Mais ils ont été 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mettez-vous dans cette situation-là. Il arrive un moment, on n'y va pas tous les jours. De moins en moins. Mais on ne se lève plus tous les jours. Et puis la tête, ça ne va pas. Et puis on se met à boire. Musulmans, pas musulmans, hein. Et on se dégrade. Et qu'est-ce qu'ils voient, les enfants? Ils voient le père se dégrader, ils voient le père qui ne se lève même plus pour aller chercher du boulot. Quelle conscience il a? Quel respect il a? Il perd le respect. On prend 10 ans plus tard, les mêmes jeunes, les mômes, qui ont vu leurs parents boire, leurs parents mal. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ceux qu'on appelle qui tiennent les murs dans les cités. Et après, on dit, qu'est-ce que c'est? Ils ne respectent pas les parents, il n'y a pas de famille. Mais elle est où, la cause? C'est bien eux. C'est bien ces patrons qui sont, en plus de s'engraisser, qui ont foutu dehors les ouvriers qu'ils avaient fait venir, et qui fait que la génération d'après s'identifie même plus au travail. Et ils veulent même pas être ouvriers, d'ailleurs. Surtout pas comme mon père. Mon père, on l'a fait venir, ils l'ont pressé comme un citron pour le jeter après. Non, vous rigolez? C'est quoi, c'est votre... Ils ne s'identifient pas à cette société. Les mots intégration, insertion, c'est du bidon si on ne prend pas ça en compte. Des drames, des joies. Enfin, je sais pas, tu participes à la vie du quartier quoi, quand tu es gardienne. T'es toujours là, c'est un travail assez passionnant. Bon, c'est vrai que c'est pas très revalorisant pour certaines personnes, mais moi, j'aime bien. En plus, je pressentais que je l'aimerais, parce que il y a un peu tout. C'est pas trop dur intellectuellement, c'est varié. Je peux à peu près me faire mon emploi du temps. Je rencontre beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de problèmes techniques. C'est aussi assez intéressant. Je me souviens un jour, j'étais vachement triste. Mais j'étais triste, tu vois. Et puis, je suis partie au boulot dans mon état de tristesse en me disant « Oh putain, j'ai pas envie d'y aller, je voudrais juste rester au lit. » Et puis, en fait, ce matin-là, j'ai rencontré plein de gens sympas qui souriaient. Et puis, du coup, quand je suis revenue, j'étais bien. C'est étrange, la vie, des fois, c'est étrange. La fierté du travail accompli, quel qu'il soit. Le sentiment d'être utile à la société. Voilà le lien qui unit les ouvriers à la communauté nationale. Au cœur de ces années 80, c'est cette même France ouvrière qui va se révolter contre la politique de rigueur que le gouvernement lui impose. Les images sont de violence. Quand ils manifestent, en général, c'est pas des étudiants qui manifestent contre le CPE, ça c'est sûr. Le milieu des années 80, c'est peut-être le dernier moment où ils sont assez puissants comme groupe constitué pour faire peser cette violence. Ce qui se passe dans les années 83-84, c'est qu'on se soumet complètement à la situation telle qu'elle existe et on la valorise, et effectivement on valorise la figure du libre entrepreneur, de l'enrichissement. Et je pense qu'on mesure mal la rapidité du retournement. Je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. En définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. C'est une période absolument... c'est une période absolument détestable que ce moment-là où
avec quand même un discours d'une obscénité invraisemblable. Parce que dire « vive la crise », quand ces montants, anciens militants, anciens communistes, qui célèbrent la crise, alors que pour des centaines de milliers de personnes, c'est du chômage, des difficultés, de la détresse, etc., il y a là une obscénité invraisemblable. Faire de Bernard Tapie un modèle pour le pays, alors que ce monsieur a fait sa fortune sur les difficultés d'un certain nombre d'entreprises, des rachats, ensuite à bon compte en licenciant en masse, ça dit quelque chose de l'époque. La classe ouvrière n'a pas permis de faire la révolution telle que les 68 arts l'avaient rêvé. Donc jetons la classe ouvrière à la poubelle. Puisqu'elle n'a pas fait ce que nous aurions voulu qu'elle fasse, ou dans la forme que nous aurions voulu qu'elle fasse, jetons-la à la poubelle. C'est vraiment, enfin, c'est une espèce de renoncement absolu. Ça a beaucoup contribué à la prise de distance, hein, en fait, qu'une large partie des ouvriers se sont tournés vers l'abstention, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il faut revisiter ces années 80 pour comprendre hein, cette difficulté à ce qu'ils retrouvent espoir dans le monde politique, en fait. Les responsables sont ceux qui, au lieu de continuer à produire ici, sont allés chercher des salaires 10 fois inférieurs ailleurs dans le monde. Et ils nous ont mis en concurrence, nous les ouvriers d'ici avec ceux des pays en voie de développement. On a tout expédié dans les pays étrangers, les machines, alors qu'il y a un savoir-faire ici sur place. Quand Peugeot investit en Chine, mais que les Chinois mettent comme préalable, on est d'accord pour que vous veniez vendre vos bagnoles en Chine, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir le centre d'essai. Peugeot a accepté. Mais en faisant le centre d'essai là-bas, les Chinois gagnent les brevets. Une fois que les brevets sont chinois, bah, pourquoi qu'ils resteraient Peugeot, je veux dire? Non, ils se foutent de notre gueule. Hein. Ils nous ont pressé le citron jusqu'à la dernière goutte, et puis maintenant, il n'y a plus rien. Quand vous gagnez du pognon en spéculant, plutôt que de vous emmerder à avoir à gérer des dizaines de milliers d'ouvriers, hein? Oui. Une partie des économies des pays anciennement industrialisés se désindustrialisent en effet, parce que, en même temps, une partie des pays qui n'étaient pas industrialisés jusque-là s'industrialisent. L'industrie ne disparaît pas, comme on le dit un peu facilement, elle se déplace. Et elle se déplace dans des pays qui, effectivement, c'est pas encore la Chine à l'époque, mais c'est déjà la Corée, Singapour, peuvent faire valoir des coûts de production beaucoup plus bas. Et effectivement, l'appareil de production peine beaucoup à s'adapter. Il y a 40 ans, quand on a commencé à travailler, moi, j'entendais jamais parler de... On entendait parler de la bourse, mais on n'entendait pas parler d'actionnaires comme maintenant. Maintenant, on nous dit « Ah ben oui, mais voilà, les actionnaires nous demandent tous les ans de plus en plus. » C'est quand même pas normal, quand même. Il y a quand même quelque chose qui est en décalé avec ce que l'on vit. Un chacal, des chacos. Les chacals, ils sont là pour faire du fric, l'argent. Ils le placent là où ça leur rapporte immédiatement. C'est pas l'industrie, c'est pas l'industrie. Regardez, que font les grands patrons lorsqu'ils sont nommés à la tête d'une grande entreprise? La première chose qu'ils négocient, c'est leur parachute doré et leur retraite chapeau. Ah, putain, elle est vachement bien le risque, hein. Moi, j'ai travaillé plus de 40 ans. J'ai toujours travaillé au SMIG. Tout le temps. Ghosn, on vient d'apprendre, hein, 7 millions par an. C'est pas un salaire, c'est pas une paye, ça. Enfin, c'est tapé dans la caisse, c'est du vol. Et comment il s'est justifié? Par les résultats. Et les résultats, c'est quoi?
c'est d'avoir pu supprimer des emplois qui augmentent les bénéfices. Je fais un investissement hasardeux, je suis désolé, ça va pas marcher, ben je te licencie. Je suis dans un secteur économique qui est très concurrencé, ben je vais t'obliger à travailler une semaine 45 heures, l'autre semaine je vais te laisser à la maison. Je vais t'inventer le contrat temporaire, je vais t'inventer le CDD, je vais t'inventer le contrat précaire. Donc vous voyez, on dilue le risque, on ne veut plus prendre, le capitaliste ne veut plus prendre de risques, donc nous sommes, nous, ceux qui prenons en pleine figure le risque que le capitaliste ne veut plus prendre. Qu'est-ce que vont faire les chefs d'entreprise? Ils vont effectivement délocaliser. Ils ne vont pas se comporter du reste, ils ne vont pas délocaliser tout le temps, tout de suite en Chine. Hein. Les mecs sont plus astucieux que ça. Il faut donner à chaque fois un peu plus aux actionnaires. Donc on commence par prendre nos industries, les fermer, on va les déplacer en Europe de l'Est. On va dire aux actionnaires, vous avez vu, j'ai gagné 2% de plus. Ensuite, on va les prendre, on va les délocaliser en Inde, puis ensuite on va les délocaliser en Chine, et puis aujourd'hui on les délocalise au Vietnam. Et comme ça, à chaque fois, on va voir les actionnaires en leur disant, moi j'ai fait mon boulot, j'ai gagné 2% de plus. Ne nous trompons pas, les rémunérations aussi importantes des managers sont des incitations à être les bons valets de l'actionnaire. Si jamais il y a des gens qui partent avec des sommes aussi colossales, c'est parce que les actionnaires estiment que pour avoir des bons valets, il faut les payer très très cher, et comme ça, ils ne seront pas pris par des envies de protéger leurs salariés. Voilà. Si rien n'est fait pour enrayer leur industrialisation, il y a des pans entiers du territoire qui disparaissent, hein, qui s'enfoncent comme ça, avec des effets sociaux considérables, quoi. Voilà, c'est des poches de pauvreté, c'est des poches de désespoir, des poches de misère, avec des gens qui ont un bulletin de vote. Il est absurde de poursuivre des exploitations dans des conditions qui seraient désespérées au regard de nos voisins. Oui, j'entends rassembler les Français. Il n'y aura pas de groupe victime. Il n'y aura pas de secteur condamné. Monsieur le Président, c'est vraiment de tout cœur que je vous accueille chez Eliane. Merci infiniment. Vous avez été à l'étranger. Ouais. On vous a fait des cadeaux. Ouais. Et moi, je vous fais un cadeau. C'est une pierre à huile. Ah. S'il vous plaît, je veux pouvoir parler aux gens. Voilà. Si vous pouvez bien vous approcher. Première solution, on arrive à convaincre M. Mittal de laisser ouvert tout ou partie du site. Dans ce cas-là, on investira avec lui. Deuxième solution, qu'on essaye de trouver un repreneur, et il en existe, on investira avec lui pour laisser le site ouvert. On est mort ici, monsieur Hollande, on est mort. Sauvez-nous. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole. Il y a ceux qui veulent se présenter comme les candidats du peuple, et il y a les candidats qui prétendent servir le peuple. La seule politique industrielle qu'a fait l'État depuis ces 40 dernières années, en tout cas l'État français, c'est « je privatise ». Mais tu ne fais pas une politique industrielle en privatisant. Vous vendez un mouton à un loup, je dis pas que le loup va élever le mouton. Dès que vous allez le tourner, il va croquer dedans. C'est juste, c'est comme ça. On a été trahis. Allez. C'est pas fini. Voilà. Je veux vous dire aussi que notre détermination est aussi forte que notre écœurement. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, la résistance continue. C'est là où la chose est détestable. Ils se permettent encore, cette espèce d'insulte vis-à-vis de nous, de venir nous faire des promesses pendant le temps d'une campagne, alors que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne pourront pas les tenir. C'est ça qui est détestable. Et ça, c'est ce qui fait le jeu du Front National.
Dernière stigmatisation, c'est le vote Front National. Si vous voulez tuer quelqu'un, dites pas qu'il a la rage, dites qu'il vote Front National. La réalité, c'est que la classe ouvrière ne vote plus. Mais ça, jamais la une, c'est pas vendeur de dire la classe ouvrière est allée à la pêche. Ça fait un peu plouc, ça fait un peu con, la pêche on s'en fout quand on est cadre financier ou quand on rêve d'être machin. La classe ouvrière, elle vote plus. Bonjour monsieur, bonne journée. Vous êtes une famille d'ouvriers et vous ne votez pas Front National. C'est une honte ce que vous dites là. Bah, vous voulez pas rire, non? Bah, oui, alors. La gauche, on a essayé. Mais c'est vrai. Mais il y a d'autres moyens. Ah, ne me parlez pas de ça. Il faut en parler. À Tonnein, on a pour la première fois 3 élus du Front National. À mon grand désarroi, entre les deux tours, j'ai jamais vu autant de gars du Front National distribuer des tracts sur le marché de Tonnein. Ça fait 20 ans passés que je vais au marché tous les samedis matins. Ça n'a pas l'air de gêner personne. La majorité des gens, ils votent pas. L'abstention, c'est une manière de voter. Les ouvriers, ils votent pas plus Front National que d'autres hiérarchies, quoi. Ça me donne envie de vomir. Mais c'est vrai qu'il y en a. Ça me donne envie de vomir. J'avais vu un communiste Front National, c'est pas possible, ça. Je vous remets, pouf, à te balle à la tête, hein. Oh là là là, pouf, 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 pouf. Faut tout essayer, la vie. Oui. Tu sais, c'est pas une marque de lessive, hein, c'est un parti politique. Si tu l'essayes et puis que ne fonctionne pas bien, tu vas souffrir. Front National, oui. On n'y croit pas, mais... on n'y croit pas, mais on a essayé quand même, quoi. Là, tu vois qu'on est dans le consumérisme. Bon, on l'a jamais essayé, on peut essayer. Comme un produit. J'étais quand même syndicaliste pendant 30 ans. Et je sais ce que c'est que de défendre les salariés. J'ai beaucoup de copains qui savent que je suis au Front National et qui me soutiennent. Je reconnais que je votais socialiste à l'époque. Puisque j'étais plus socialiste qu'autre chose. Hein. J'ai même été conseiller municipal. Mais moi, je me suis senti trahi par la gauche. C'est pas un lavage de cerveau que j'ai. J'en suis sûr, j'en suis certain. Thomas, je ne le dirais pas. Moi, je voterai jamais pour eux. Hein. Parce que là, ça va. Hein. Et quand ils seront au pouvoir, hein, les merdes s'entendent peut-être plus comme les grives. Une partie des élites qui aujourd'hui, et depuis 20 ans, a dénoncé la manière dont les ouvriers votaient pour le Front National, est aussi un nouvel avatar de cette vieille hostilité des élites envers le monde ouvrier. C'est de dire, voyez ces gens-là qui avaient voté communiste avant, ils votent maintenant pour le Front National, ils sont toujours dans le radicalisme, ils sont toujours dans l'extrémisme, etc. Il n'y a plus, aujourd'hui, d'ouvriers au Parlement, alors que c'est 20% de la population active. Il y a un divorce entre les élites politiques et la réalité du pays qui est abyssal. Et de ce point de vue-là, la disparition du Parti communiste a pesé très lourd, parce que le Parti communiste était celui qui avait encouragé systématiquement et promu les cadres ouvriers. Il n'y en a plus. En 20 ans, de 1990 à 2010, les privatisations et la financiarisation de l'économie se sont accélérées. Sans représentation politique, les ouvriers croient encore aux vertus de la démonstration collective. Les manifestations restent les seules expressions de leur résistance. Mais quelque chose va changer. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, cette arme même de la manifestation va devenir inopérante. C'était énorme, mais là, il y avait l'impression qu'il se passait quelque chose, quoi. Puis après, c'est vite redescendu. Et ça a tout cassé. Parce que les gens se sont dit, mais moi, on est sortis dans la rue, il y avait des millions de gens dans la rue, et il n'y a rien eu derrière. Et maintenant, les gens te disent, mais à quoi ça sert ? Il y a eu ce grand mouvement, quand même, il y a eu des manifestations à plus de 3 millions de personnes à plusieurs reprises, et c'était pas forcément les mêmes personnes, donc le mouvement n'a pas réussi à faire plier le gouvernement. Donc se pose pour les syndicats la question un peu de démontrer aux salariés l'efficacité de ce type de mobilisation. Ça n'a pas changé. Hein. 70 ans après la guerre,
Il y a toujours un BDF ultra radical, ultra revendicatif. Plus l'on veut, plus on lui donne, plus l'on veut. Il est affamé, assoiffé de baisse de charges, de baisse de cotisation, de baisse d'impôts, parce qu'il en veut toujours plus. Et puis il y a le monde ouvrier derrière qui essaie de se défendre avec les petits moyens qui nous restent encore. Et c'est quoi les petits moyens qui nous restent? Puisque l'État nous dit que l'État ne peut pas tout faire, il faut bien qu'on s'organise pour se défendre comme on peut. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On ne veut pas crever. C'est là où ça fait le plus mal. C'est qu'ils nous prennent vraiment pour de la merde. Ce sont des gueux, ce sont des ouvriers, ils comprennent rien à rien. On va leur expliquer 2-3 trucs un peu techniques, et puis voilà, ils vont comprendre. Ils nous prennent, voilà, ils nous mettent à notre place, par terre. On défend beaucoup Canal+ aujourd'hui, mais pendant très très longtemps, ils ont diffusé un truc qui était assez culte, qui s'appelait les Deschiens, dans lequel on voyait des gens de la classe ouvrière taper leurs enfants parce qu'ils voulaient lire. Alors, il y avait un Deschien, je fais le bleu de travail, je me mets en bleu de travail, Deschien en bleu de travail, et tac, le fils veut lire, et le Deschien, un peu abruti, tapait son fils. Voilà ce qu'on donnait à représenter. Voilà, donc vous aviez les bobos parisiens, la classe moyenne, qui regardaient ça et qui disaient « Mais putain, les mecs sont vraiment des abrutis ». Ils les voyaient plus, ils pouvaient pas dire « C'est mon voisin de palier, il se comporte pas comme ça ». La quête de dignité et de reconnaissance, elle est très importante au sein du monde ouvrier et elle s'exprime encore aujourd'hui. Et je crois que nier cette fierté-là, nier cette demande de dignité et de reconnaissance, c'est une immense faute. C'est pas simplement que c'est pas gentil, hein. C'est une immense faute morale, c'est une immense faute politique. Ils étaient fiers. Il y avait de la fierté chez eux. L'ouvrier, le rattacheur dans les continues à filer, c'était un métier. Le trieur de laine, c'était un saint métier, ça. Ils n'étaient pas trieur de laine comme ça, hein. C'était des professions qui étaient respectées. J'ai beaucoup aimé les gens qui travaillaient de leurs mains, qui faisaient des trucs extraordinaires avec leurs mains, des pièces de bagnole extraordinaires. C'est un plaisir de les voir travailler la tôle, hein, des mecs qui, sur une tôle toute plate, qui sont capables de te faire une aile au marteau et au maillet, tout doucement. Ils remontent les fibres, puis tu vois la tôle qui se tend, qui se tord, et ils donnent une forme à la tôle. Ça, j'ai adoré. Ah oui, je regrette rien. Même l'engagement syndical, militant. Oh oui, j'ai pas fait la carrière que j'aurais pu faire, l'évolution que j'aurais pu avoir si j'aurais pas imité. Et alors? Ce que j'ai dans la tête, du matin quand je me regarde dans la glace, ça n'a pas de prix. Et là, je regrette rien. Lorsque les difficultés sociales s'annoncent, des expériences solidaires sont tentées. À Carcassonne, alors qu'un fonds de pension américain voulait fermer une usine de crème glacée, des ouvriers ont monté une coopérative, une SCOP. On est sociétaire et salariés sociétaires. Voilà, c'est une SCOP. On a monté une coopérative. Ils ont sauvé leurs emplois, bien sûr, mais aussi leur savoir-faire, leur identité. On ne voulait pas être écrasé par un géant et que derrière, il n'y ait rien. Que derrière, on nous dise, on vous donne quelques euros
Et puis après, vous allez à Pôle emploi. Nous, on ne voulait pas ça. Donc nous, on s'est battu pour garder l'emploi. Les primes licenciement, on s'en foutait. C'est pas l'aboutissement d'être au chômage. L'aboutissement, c'est de garder notre savoir-faire, de garder l'activité sur le site, de continuer à garder, de faire des gaz et de dire, bon, si vous voulez partir, nous, on continue, on n'a pas besoin de vous. On a trouvé une solution, on va monter une scope. On s'est dit, ah ouais, super, il faut le faire. Et puis c'est parti comme ça. Et petit à petit, ça s'est concrétisé. L'humain est mis au centre de l'entreprise. Les décisions sont prises collectivement. Il a fallu prendre le taureau par les cornes et faire nous-mêmes ce que auraient fait effectivement des personnes cadres dans l'entreprise. La personne qui fait la comptabilité chez nous n'avait jamais fait de comptabilité de sa vie. Au début, on ne croyait pas à notre projet. Des ouvriers, syndicalistes un peu fous furieux, qui partaient dans un projet qui allait peut-être les dépasser. Donc il a fallu faire ses preuves. On va de 1 200 € à 1 900 €. 1 900 €, c'est moi, et c'est vraiment le salaire le plus élevé. Sinon, ça va de 1 200 à 1 550. Voilà, l'amplitude est très faible. On ne dort pas bien la nuit, quand même. Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai perdu le sommeil. Mais bon, je pense que ça, c'est normal aussi, de se poser des questions. On n'est pas du même côté de la barrière, en fait. On se dit que voilà, on est patron et il faut que ça marche et c'est à nous. L'investissement dans les coopératives traduit cet attachement, cette fierté productrice. Être ouvrier, c'est aussi être capable de fabriquer de la belle ouvrage, de fabriquer un beau produit, de défendre une certaine qualité. Et derrière cet essor des coopératives, il y a toutes ces dimensions-là qui sont sous-jacentes. Je m'en souviens avec un de mes beaux-enfants, un jour on a eu une discussion et c'était quel âge? C'était juste avant le bac. Et je lui ai dit, ce serait bien, comme l'école t'aime pas trop, que tu ailles faire un BEP d'opticien. Ouais, c'est un BEP. Enfin, dans l'optique, il y a un lycée technique ici. Il aurait mieux valu que je l'insulte. Tellement c'était tellement dévalorisant de le voir dans un métier manuel. C'était comme ça a été un choc. Hein. Il m'a regardé comme ça. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Ah, il ne voulait pas. Hein. Moi, je me souviens, lorsque j'étais écolier, je ne dis pas qu'il le faisait de manière méchante, mais que nous disait le prof? Si tu travailles mal à l'école, tu seras ouvrier à l'usine. Donc, en tant que gamin, le mot ouvrier, c'est pas bien. C'est pas bon. Ça a très mauvaise presse, très mauvaise presse. Ça veut dire que tu as tout raté dans ta vie. Les ouvriers servent de repoussoir. C'est l'archaïsme suprême. C'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça que pour ceux qui le démarrent, il vaut mieux ne pas s'identifier comme ouvrier, parce que personne n'aime s'identifier à un archaïsme ou à quelque chose qui ne sert à rien. Effectivement, le seul choix qu'on laisse aujourd'hui aux ouvriers, c'est d'être invisible ou de devenir des bons petits soldats, de se moderniser. Donc on les enjoint de disparaître ou de nier la totalité de leur passé. Intérim, toujours intérim. Intérim. Ça fait 10 ans que je fais de l'intérim. Voilà. J'ai toujours fait ça. Horrible. J'aime pas l'intérim. J'ai fait des sales boîtes en plus. J'ai fait des sales boîtes. Et là où je bosse en ce moment, c'est des contrats à la semaine, quoi. À la semaine? À la semaine. En gros, on n'est rien du tout. Bah non, parce que tu peux même pas leur dire, parce que de toute façon, après, si t'es selon le côté... Non, puis ça change rien. Ça change rien. C'est comme on peut pas faire grève, nous. Si on fait grève, on se fait virer, quoi. Voilà. Même si on est d'accord avec les ouvriers, on se fait virer, quoi. On n'est rien. Enfin, c'est peut-être beaucoup de dire qu'on n'est rien, mais moi, je le prends comme ça. Quand il y a besoin, on prend des intérimaires. Du jetable, du Kleenex, comme on dit chez nous. On n'est rien. Enfin, on n'est rien. Si je peux le dire qu'on n'est rien quand même, parce que
à le voir au fur et à mesure des années. Même si j'aime pas dire ce mot-là, ouais, on n'est pas grand-chose. Renault aujourd'hui, il y a eu un comité central d'entreprise la semaine dernière. Flins et Sandouville, c'est environ 30% des effectifs de l'entreprise qui travaillent, qui sont intérimaires. C'est effrayant, c'est la précarité complète. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. D'abord, ils n'ont aucune garantie d'emploi, on arrête leur contrat, ils ne peuvent pas revendiquer quoi que ce soit parce qu'on arrête, on les renvoie à la boîte d'intérim. J'ai envie de dire, c'est un sous-prolétariat, quelque part, pour utiliser les termes qu'on aurait utilisés dans le temps. Les ouvriers du tertiaire aujourd'hui, ça peut être des manutentionnaires, des cuisiniers dans des cuisines de restauration collective, par exemple, qui sont classés comme ouvriers et qui ne se représentent absolument pas comme ouvriers. Ça peut être des ouvriers dans des garages qui réparent l'automobile, ça peut être, etc., etc. Donc il y a de multiples figures qui ont souvent pour point commun de travailler dans de petites structures, de ne pas se vivre eux-mêmes comme ouvriers. Beaucoup refusent absolument de se définir comme ouvriers. Et effectivement, si vous demandez, un certain nombre de sociologues l'ont fait, même à des ouvriers de définir dans quelle partie de la population ils se trouvent, ils vous diront qu'ils appartiennent aux classes moyennes pour certains, mais qui ne se sentent pas ouvriers. Donc c'est ça surtout qui, je pense, est le plus marquant, c'est ce processus de dislocation d'une identité collective. Chaque ouvrier est persuadé qu'il n'en est pas un. Ça, je dis, ça c'est vrai. Chaque ouvrier est persuadé qu'il n'est pas un ouvrier. Moi, des copines qui travaillent sur les plateformes téléphoniques, style Orange ou SFR, c'est des ouvriers, sauf qu'ils ne le savent pas. Mais c'est le monde ouvrier là. On nous pousse tous dans le tertiaire, on enlève, regardez les industries qui ferment, et on nous dit, mais faut rentrer dans l'aide à la personne, faut rentrer dans ces choses-là. Il faut toujours quelqu'un quand même qui mette les mains dans le cambouis, qui se salisse les mains. Si personne ne se salit les mains, tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas d'ordinateur, tu n'auras rien du tout. Hein. Je voulais la mettre à l'abri, ma fille, qu'elle fasse des études et puis qu'elle la mette à l'abri. On voit toujours un peu plus qu'on a eu pour ses enfants. Et c'était le but que je m'étais fait. Je vais essayer de la sortir de là, quoi. Mais je voulais pas qu'elle fasse comme moi, surtout pas. Vous vous imaginez, pas faire d'études à notre époque, mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. D'ailleurs, je crois que j'étais encore plus exigeant que sa mère. Là-dessus. Plus exigeant, ouais. Je lui dis, il faut faire des études, peu importe, il faut faire des études et choisir une grosse boîte après. Surtout pas une petite. Alors là, je lui ai fait la leçon. Je pense qu'il y a un moment donné, on en avait peut-être même ras-le-bol parce que c'était ça. C'était mon angoisse qu'elle aille travailler dans une petite agence. Ça, c'était mon angoisse. Alors là, la Air France, quand elle a pu décrocher son job, la Air France, j'étais sur un petit nuage. On avait l'impression qu'on aurait préféré, en fait, ce qui nous manquait dans le mouvement ouvrier, c'était des têtes pensantes, quoi, des chercheurs, des intellectuels, mais qui auraient gardé finalement toute cette tradition ouvrière, mais en le diffusant autrement et d'une façon différente et en éclaircissant les choses. Mais au fur et à mesure qu'ils sont diplômés, ils se tirent, comme s'ils avaient honte. J'en ai un, lui, il a viré, il est prof de maths. Il est parti dans l'éducation nationale, bon, c'est son choix. Hein. Et l'autre, il est ingénieur informaticien, il est à Paris. Mais il ne sort plus dans la région, parce qu'ici, dans la région, il n'y a plus de travail. Hein. Je crois que le sentiment humain, c'est d'avoir des enfants et puis les emmener le plus loin possible, mais pas forcément qu'ils trahissent leur classe. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, ils essayent de ne pas la trahir, mais assurément, il la renie un peu, quoi.
Mieux connaître aujourd'hui ce qu'a été le monde ouvrier, y compris jusque dans une période très récente, c'est la seule manière possible de n'en faire ni un ange, comme le Parti communiste avait voulu le faire, ni un monstre, comme une partie de la gauche est tentée de le faire aujourd'hui, mais des hommes dont les expériences comptent et dont les expériences peuvent être réemployées pour construire autre chose. Des fois, je me dis, bon, on laisse quand même de sa vie quand même à l'usine. Vous savez, on peut être ouvrier et être heureux. Hein. J'en connais. J'ai pas été malheureux, moi, pendant les 32 ans où j'étais ouvrier. On a cette fierté parce qu'on sort des choses de nos mains, quoi. Donc ça, un intellectuel, je pense pas qu'il puisse dire la même chose. Donc des fois, je préfère franchement être une ouvrière. Ça rime avec camarade. Et comme disait Ferrat, c'est un joli nom camarade, c'est un joli nom ouvrier.